Salut les papins et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les mystères fascinants et les récits de l'île de la Réunion à travers 4 personnages emblématiques qui ont marqué le folklore, la culture et l'histoire de notre île. Posez-vous, prenez de quoi boire, de quoi manger, moi je m'occupe du reste. De Grand-Mère Cal qui fait encore peur à de nombreux enfants, en passant par la Buse, qui lui a son trésor qui fait rêver de nombreuses générations, puis Madame des Bassins, dans l'histoire troublante jette une ombre sur le passé colonial et difficile de notre île, et enfin Citaran et ses mystères occultes, préparez-vous à découvrir ces figures emblématiques de la culture réunionnaise et de notre folklore local, dont les histoires ont été amplifiées avec le temps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'on raconte vraiment sur eux? Est-ce que vous savez vraiment la vérité? Allez, préparez-vous, nous langue ça. On va commencer par la légende de Grand-Mère Cal. La légende de Grand-Mère Cal, elle est profondément ancrée dans la culture et dans le folklore réunionnais. Souvent associée à une sorcière, souvent associée à une esclave. Qui était vraiment Grand-Mère Cal? Posez-vous, on attaque tout de suite. Selon certaines versions, Cala était une esclave d'origine malgache qui travaillait à Mahavel, près de Bois d'Olive, sur les contreforts de la rivière Saint-Étienne. Dans cette plantation, elle était très connue et très appréciée par ses maîtres parce qu'elle possédait la connaissance des plantes médicinales et qu'elle était capable de guérir de nombreuses maladies. Mais avant tout, Cala était une maman qui prenait soin et qui adorait son fils qui s'appelait Tikala. Sur cette histoire que je vais vous raconter, on ne sait pas vraiment si Tikala était le petit-fils ou le fils de Grand-Mère Cal. Moi, dans mon histoire, on va dire que Grand-Mère Cal était sa mère. Les versions divergent, on dit souvent qu'elle était sa grand-mère, on ne sait pas vraiment, il y a plusieurs versions, donc moi j'ai choisi la version où Grand-Mère Cal est sa mère. Un jour, la fille du maître de la plantation tomba malade. Une maladie vraiment extrêmement grave. Elle a, grâce à ses dons et grâce à sa connaissance des plantes médicinales, réussi à la guérir. Afin de la remercier d'avoir sauvé son enfant, le maître lui accorda sa liberté et lui permit de s'installer dans une petite maison dans les hauts de Grand-Bois. Et c'est ainsi que Cala réussit à récupérer sa liberté et partit avec son fils Tikala. Mais le souci, c'est que Tikala s'ennuyait avec sa maman et il lui désobéissait très souvent en allant dans les environs de Grand-Bois et en allant souvent en ville de Saint-Pierre pour essayer de se faire des amis. Les enfants de la ville, ils avaient peur de Tikala parce qu'ils disaient que sa mère était une sorcière. En effet, partez du principe qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, donc les histoires tournaient relativement rapidement. Le fait que Cala avait réussi à guérir la fille du maître était quand même un exploit qui était non négligeable. On savait qu'elle l'avait guérie par rapport aux plantes, et c'est ainsi qu'en fait, elle a commencé à avoir cette image et cette réputation de sorcière. On pensait qu'elle avait guéri la fille du maître par magie. Et un jour, malheureusement, une énorme dispute a éclaté entre Tikala et les autres enfants parce que les autres enfants ont commencé à traiter sa mère de sorcière et à dire qu'ils avaient peur d'elle en l'accusant de faire de la magie noire. Étant donné que le ton est monté, un petit garçon a pris une énorme pierre et l'a jetée sur Tikala, ce qui l'a tué sur le coup. Les enfants ont été pris de panique et dans cette panique, ils ont jeté le corps de Tikala dans le bassin 18. Ce soir-là, Cala attendait son fils rentrer. Elle attendait, il rentrait pas. Et elle est partie à travers la ville le chercher, pour finalement découvrir son corps sans vie dans le bassin. Complètement dévastée par la douleur, Cala commença à parler toute seule à haute voix, comme si Tikala était encore là. Elle continuait à chanter des chansons, elle parlait, elle racontait des histoires, elle a commencé même à négliger sa propre apparence. On parle quand même là d'une maman qui est toujours restée toute seule avec son enfant et qui vit toute seule le deuil de la perte de son enfant assassiné. Donc elle a négligé sa propre apparence, elle a fini par avoir des ongles hyper longs, hyper sales, la peau flétrie, sale, les cheveux longs dans un sale état, a commencé à parler toute seule, à crier seule, à pleurer seule à haute voix et c'est là qu'on a commencé à l'appeler Grand-Mère Cal. À partir de ce moment-là, la légende, elle change un peu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'un jour, elle est partie à côté du bassin 18 pour se recueillir et qu'elle a mystérieusement entendu la voix de petit Cala qui lui a dit « Maman, m'allez tout seul, m'y ennuie emmène 2-3 camarades pour moi ». Traduction littérale,
maman, je m'ennuie, je suis tout seul, je veux des amis pour jouer avec moi. Et c'est là que la légende qui est un peu sordide va prendre le relais. Parce qu'on dit que dans sa folie, à ce moment-là, Kala, qui du coup a commencé à se faire surnommer Grand-mère Cal à cause de son apparence qui avait énormément vieilli, Kala faisait le tour des quartiers pour récupérer des enfants qui étaient tout seuls dans la rue le soir et pour les jeter dans le fond du bassin 18 pour qu'ils jouent avec Tikala. Assez sordide, mais dans un accès de folie, une mère désespérée qui s'est complètement laissée aller et qui a l'impression d'entendre la voix de son enfant, est-ce qu'on peut la juger ? Sur la deuxième version de l'histoire de Grand-mère Cal, on reste sur l'histoire de la jeune Kala qui est esclave à Bois d'Olive sur la plantation Mahavel. Donc une esclave d'origine malgache qui obtient de son maître l'autorisation de se marier avec un autre esclave de la propriété. Il y a plusieurs noms qui circulent autour de son mari. On ne sait pas exactement comment il s'appelait, mais le nom qui revient à chaque fois et dans de nombreuses histoires de Grand-mère Cal, ça va être Zélidor. C'est le nom qui revient systématiquement. Zélindor, Zélidor. Donc c'est ce nom-là que je vais prendre pour mon histoire. Donc je vous note juste que à l'époque c'était quand même assez exceptionnel pour les esclaves d'avoir le droit de se marier entre eux. Donc c'était vraiment une autorisation exceptionnelle du maître que Kala a eue pour se marier avec Zélidor. Ce qu'on raconte, c'est que elle a eu de nombreux enfants avec son mari, mais elle a aussi eu de nombreux enfants illégitimes, notamment avec son maître. Je vous rappelle également qu'à cette époque, il était extrêmement mal vu, voire totalement interdit pour les colons blancs de se mettre en couple avec leurs esclaves. Certaines d'entre elles étaient utilisées comme des partenaires potentiels, certaines étaient carrément V ou alors torturées juste dans le but d'avoir des relations. Mais bon, dans cette histoire, on retient que Kala a eu des enfants avec son maître. Est-ce que c'était des enfants voulus? Est-ce que c'était des enfants imposés? C'est vrai que l'histoire reste assez floue là-dessus. Très honnêtement, étant donné sa position d'esclave, on va partir du principe que c'était des enfants qui étaient imposés. Parce que Kala a quand même vécu de nombreuses années d'esclavage, énormément de mauvais traitements. Elle était devenue extrêmement timide parce que l'histoire parle aussi de nombreux V qui ont été répétés plusieurs fois par les maîtres et par les contremaîtres de la plantation. Donc Kala, elle était vraiment dans son coin, elle était vraiment là, elle s'occupait de ses enfants. Elle avait plus cette volonté de partir, de s'enfuir et de quitter sa condition d'esclave, contrairement aux autres esclaves qui étaient avec elle sur la plantation. Et c'est comme ça qu'en fait, après plusieurs années, sur cette plantation, typiquement, les esclaves commençaient vraiment à être épuisés, à ne plus supporter le comportement des maîtres et des contremaîtres avec eux, et ils ont purement et simplement décidé de s'enfuir pour s'adonner au marronnage, donc cette pratique que vous connaissez, hein, les esclaves qui quittent la plantation, qui vont dans les hauts et qu'on finit par appeler les marrons. Le problème, c'est que donc ils étaient menés par Zélindor qui était l'époux de Kala, mais elle, comme je vous avais dit, elle était complètement effacée, elle était dans son coin, elle ne voulait plus en fait, elle était vraiment épuisée. Et ce qu'on pense en fait, c'est que elle avait cette peur de partir, pas forcément de quitter son confort, parce que bien évidemment ce n'était pas un confort d'être esclave à ce moment-là, mais elle avait vraiment cette peur de partir, de tout abandonner. Et elle a refusé, en fait, de suivre Zélindor et de suivre ses compagnons. Après que eux soient partis de la plantation, parce que du coup, ils sont partis en marronnage, son maître a été vraiment totalement cruel, imbuvable et horrible avec elle. Parce qu'il voulait absolument savoir où étaient partis les autres. Elle s'est faite à nouveau torturer, frapper, violer, sans avoir la possibilité de donner une réponse à son maître parce qu'elle ne savait pas où les autres étaient partis. Le problème étant que pour les esclaves marrons qui étaient partis, Kala était une traîtresse. Pourquoi ? Parce qu'elle a préféré rester sur la plantation plutôt que suivre les autres esclaves et suivre son mari. Donc, dans leur tête, Kala a quand même préféré choisir les blancs plutôt que choisir ses frères. Pour eux, c'est simple, Kala méritait la mort. Elle était toute seule et quelques jours après leur fuite, ils sont revenus un soir
Ils ont trouvé Kala et ils l'ont purement et simplement tuée dans la maison. C'est un châtiment cruel. C'est un châtiment cruel pour une femme qui a été torturée, battue, qui était effacée, qui avait peur. Mais ça s'est passé comme ça. Elle a subi le sort qui était réservé à ce moment-là à tous les esclaves. Donc un endroit qui s'appelait le trou aux esclaves. On l'a conduite là-bas, on a brûlé son corps et on a jeté ses restes au fond du trou. À ce moment-là, il n'y avait pas forcément de cérémonie religieuse dédiée parce que je vous rappelle que selon le code noir de l'époque, les esclaves étaient des biens meubles et les esclaves n'avaient pas d'âme. Quelque chose d'autant plus cruel de dire que les esclaves n'étaient pas humains. C'est la deuxième histoire qu'on peut raconter à propos de Grand-Mère Cal. Donc l'esclave qui n'a pas suivi et qui du coup a été assassiné par ses propres frères de la plantation. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez entendue celle-là? Est-ce que vous ne l'avez pas entendue? Est-ce que vous la connaissiez? Et on va enchaîner sur la troisième. Sur les dernières histoires que je vais vous raconter de Grand-Mère Cal, je vais vous faire un peu un mix de tout ce qui se dit à travers les recherches que j'ai pu faire. Le personnage de Zélindor va revenir plusieurs fois, comme je vous l'ai dit. Donc dans celle que je vous ai racontée, il était son mari. Dans une autre histoire, on va dire que Zélindor était le chef des Marrons, qu'il était tombé fou amoureux de Kala et qu'il voulait absolument en faire sa femme. Ce qui a fait naître une certaine jalousie avec les autres Marrons des montagnes, car Kala, elle était considérée purement et simplement comme ce qu'on appelle une négresse de maison. Donc non pas une esclave qui travaille dans les champs, mais une esclave qui est dans la maison. Et il paraissait qu'elle était très proche de sa maîtresse. Les Marrons ayant enlevé sa maîtresse, ce qui se raconte, c'est que Kala aurait dénoncé Zélindor à des chasseurs de Marrons dans l'optique de sauver sa maîtresse. À ce moment-là, les Marrons, pris par la jalousie déjà de sa position et vraiment par la trahison que leur chef ait été tué, les Marrons sont venus sur la plantation, ont récupéré Kala, l'ont brûlée vive et l'ont jetée dans le puits aux esclaves, dans le trou aux esclaves. C'est une des versions qui diverge. Une autre version nous parle de Grand-Mère Cal comme étant une vieille femme solitaire qui vit dans les montagnes, dans une grotte reculée, où elle est perçue comme une sorcière maléfique qui est capable de jeter des malédictions sur toutes les personnes qui croisent son chemin ou qui lui manquent de respect. Elle est décrite comme quelqu'un de très très grand, avec des ongles longs, des cheveux sales, isurtes, des dents pointues et des yeux qui brillent dans l'obscurité. Elle va particulièrement effrayer les enfants parce qu'on raconte qu'elle capture les enfants pour les manger s'ils ne sont pas sages. On parle aussi de Grand-Mère Cal comme ce qu'on appelle une gardienne d'âme égarée. Dans une interprétation qui va être beaucoup plus spirituelle, Grand-Mère Cal ne va pas être une figure maléfique comme elle fait peur, mais plus une gardienne d'âge perdu. Elle est vue par de nombreux Réunionnais comme une entité protectrice qui va veiller sur les âmes des défunts, surtout ceux qui vont être morts de façon vraiment tragique ou injuste. Donc là, on va parler des esclaves qui ont été tués, des esclaves qui ont été assassinés, violés, massacrés, vraiment des défunts qui n'ont pas forcément connu une fin heureuse, on va dire. La légende qui est associée, c'est qu'elle apparaît la nuit pour guider les âmes vers l'au-delà et qu'elle protège ces âmes-là contre les mauvais esprits en les empêchant de rester sur Terre. C'est une version qui est vraiment totalement liée aux croyances spirituelles de notre île et au respect des ancêtres qui nous est véhiculé par les anciens de notre famille. Et sur un dernier mythe de Grand-Mère Cal, on est sur une ancienne esclave vengeresse, donc une version qui va mêler histoire et mythe réunionnais, où Grand-Mère Cal est l'esprit d'une femme esclave qui a connu une mort vraiment tragique après avoir tenté de fuir les brutalités de l'esclavage. Elle est dépeinte comme un spectre qui hante les lieux où des injustices ont été commises et elle cherche à se venger et à rappeler aux vivants les souffrances du passé. On raconte notamment qu'elle apparaissait principalement aux oppresseurs ou à ceux qui ne respectaient pas la mémoire des esclaves. C'est une version qui fait écho à la mémoire collective de notre île et au besoin de ne pas oublier l'histoire douloureuse de l'esclavage. Dans toutes ces versions, on dit aussi que Grand-Mère Cal, en tant que sorcière, est représentée par un grand oiseau noir qu'on appelle le bébé de Tout,
je sais que vous l'avez déjà entendu et que le cri de cet oiseau veut dire que grand-mère Cal arrive. On dit aussi que grand-mère Cal est partie se jeter dans le volcan où elle est typiquement devenue la femme d'un autre personnage de La Réunion qui s'appelle Grand Diable et qu'avec lui, elle fait le tour de l'île pour massacrer et manger des enfants. On dit aussi que grand-mère Cal apparaît la nuit pour faire peur, etc. Donc de nombreuses légendes qui tournent autour de ce personnage et de nombreux mythes qui façonnent vraiment la culture réunionnaise. Vous avez aimé les légendes qui sont autour de grand-mère Cal? Alors là, je vous propose que maintenant, on bascule totalement et on aille faire un tour en mer pour parler des pirates. Et si je vous dis pirate, vous connaissez forcément le pirate le plus connu à La Réunion, la Buse, qu'on appelait aussi Olivier Levasseur. Un pirate qui nous fascine encore aujourd'hui parce qu'on se demande tous si son trésor est vraiment caché dans les fins fonds de la ravine à malheur à la possession. Spoiler alerte, je ne pense pas. Double spoiler alerte, pour ceux qui ont la carte du trésor, on s'appelle. En tout cas, ce que je vous propose là, c'est de vous installer et qu'on fasse un petit focus sur l'histoire d'Olivier Levasseur, dit la Buse. C'est parti.
Maintenant qu'on a bien navigué sur la mer, je vous propose qu'on fasse un petit tour dans les Hauts-de-l'Île et que cette fois-ci, on aille faire un tour du côté de Villèle. Et si je vous dis qu'on aille faire un tour du côté de Villèle, vous savez très bien que là, je vais vous parler de la maison de Madame des Bassins. Madame des Bassins, ça va être particulier parce que là, on est quand même sur quelque chose qui va être sombre et qui est associé à une histoire coloniale très très lourde sur notre île. Madame des Bassins est un personnage à la fois controversé, qui fait peur, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup de légendes qui circulent autour d'elle, notamment à cause de la chapelle pointue. Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Est-ce qu'elle était gentille? Est-ce qu'elle était méchante? On ne sait pas vraiment en fait. Et Madame des Bassins reste ce personnage qui fait quand même peur. D'un côté, vous avez les personnes qui vous disent que c'était une maîtresse particulièrement attentionnée avec ses esclaves, qu'elle faisait attention. D'autres la dépeignent comme une maîtresse qui était plutôt cruelle. Mais je vous rappelle que là, on reste dans le contexte de l'esclavage, donc d'un passé qui était quand même très lourd. On se pose, on s'assoit, on écoute et on me donne son avis juste après. Madame des Bassins, figure controversée de l'histoire de la Réunion. Mais qui était-elle vraiment? On le découvre maintenant. Madame des Bassins, née Barbe-Jeanne Sautron en 1755, est une figure incontournable et controversée de l'histoire réunionnaise. À la fois symbole de richesse et de pouvoir colonial, elle est également associée aux abus et à la souffrance liée à l'esclavage sur l'île. Son histoire est celle d'une jeune femme qui naît dans une famille aisée de la Réunion. Elle épouse Henri-Paul Panon des Bassins, un riche propriétaire de vastes domaines dans l'ouest de notre île. Elle est ainsi à la tête d'une richesse qui est colossale. À la mort de son mari, elle hérite de ses terres et devient l'une des plus grandes propriétaires terriennes de l'île. Ces domaines vont couvrir des milliers et des milliers d'hectares qui comprennent des champs de canne à sucre, des cultures vivrières et une importante main-d'œuvre d'esclaves. Il apparaît que Madame des Bassins était la propriétaire qui possédait le plus d'esclaves sur l'île de la Réunion. Dans l'ouest, elle vivait sur son domaine que vous connaissez aujourd'hui comme le musée de Villèle. Cette maison témoignait de cette époque faste, mais aussi de l'organisation stricte et autoritaire qu'elle imposait. Madame des Bassins était connue comme une femme extrêmement autoritaire, incarnant la rigueur des grands propriétaires de l'époque. Elle possédait plusieurs centaines d'esclaves qu'elle faisait travailler durement. Les récits oraux parlent de punitions sévères, d'un contrôle total sur leur vie et de très peu de compassion. Pour certains, elle symbolise la brutalité du système esclavagiste réunionnais où les propriétaires s'enrichissaient au détriment des esclaves réduits à une vie de misère. À sa mort en 1846, des récits populaires commencent à entourer la figure de Madame des Bassins. Ces légendes, amplifiées par le temps, oscillent entre le respect pour son rôle historique et la condamnation de ses actes. On parle notamment du fantôme de Madame des Bassins. On raconte ainsi qu'elle hante encore ses anciennes terres, cherchant à racheter ses fautes. Certains disent qu'ils entendent des cris dans les environs de son ancienne demeure la nuit. Mais elle a également cette figure du pouvoir oppresseur. Elle devient dans l'imaginaire collectif le symbole de la domination des riches colons sur les esclaves, un rappel des injustices de cette époque. Madame des Bassins reste un personnage complexe. Pour certains, c'est une femme forte, visionnaire, qui a géré avec poigne l'un des plus grands domaines de la Réunion. Je vous rappelle qu'à la mort de son mari, elle a refusé de se remarier, ce qui était extrêmement rare pour l'époque. Pour d'autres, elle reste le visage de l'expression coloniale et de la cruauté liée à l'esclavage. Aujourd'hui, elle nous laisse un héritage important. Le domaine où elle vivait est devenu le musée de Villèle, à Saint-Gilles-Léo, qui permet de découvrir cette période de l'histoire de l'île. Les visiteurs peuvent y explorer les bâtiments de l'époque, comme l'hôpital des esclaves, la chapelle pointue, qui sont quand même témoins d'un passé lourd de sens. Madame des Bassins incarne ainsi une histoire douloureuse mais essentielle de la Réunion, et son nom continue de susciter débats et réflexions sur le passé colonial de notre île. Fun fact. Il y a de nombreuses histoires aujourd'hui qui circulent à propos de Madame des Bassins. Comme je vous l'ai dit, dans les versions officielles, elle incarne quand même une femme autoritaire, une femme puissante et une femme méchante. Néanmoins, il convient de noter qu'au domaine où elle vivait, le musée de Villèle, il y avait une infirmerie pour les esclaves. C'est ce genre d'attention qui fait poser la question de était-elle méchante ou était-elle en fait gentille entre guillemets bien sûr, avec des esclaves, on se pose la question.
Très peu de propriétaires à cette époque avaient les moyens de faire construire une infirmerie et très très peu de propriétaires prenaient le temps de faire construire une infirmerie pour les esclaves. Il y a beaucoup de légendes qui tournent autour d'elle, notamment celle qui dit qu'elle entrait les lieux à Villèle au niveau de la chapelle Pointue pour expier ses péchés. Une légende très connue de la chapelle Pointue dit que le lieu est hanté. Pourquoi ? Pour ceux qui ne savent pas, la chapelle Pointue est une petite chapelle située juste à côté du musée de Villèle qui appartient aussi à la famille des Bassins. L'histoire nous dit que Madame des Bassins est enterrée à la chapelle Pointue et qu'un soir, il y a eu un éclair foudroyant sur le toit de la chapelle qui est directement tombé sur sa tombe et l'aurait ouverte en deux, permettant ainsi à son âme de s'échapper pour hanter les lieux. De nombreuses personnes témoignent ainsi en disant que le soir, entre minuit et 3 heures du matin, au niveau du musée de Villèle, on entend des bruits de chaînes, on entend des cris et on entend surtout Madame des Bassins qui hurle et qui demande pardon pour ses fautes. Fun fact, les légendes de la Réunion sont extrêmement claires à ce sujet. Pour ceux qui croient à ces choses-là, si un jour vous entendez des bruits de chaînes, des bruits de cris, etc., je n'ai qu'un seul conseil, enfermez-vous chez vous. Il paraîtrait qu'il est de très mauvais augure d'entendre des bruits d'esclaves et des bruits de chaînes autour de soi. Ça annoncerait apparemment une mort imminente pour soi ou pour ses proches. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, pour l'histoire de Madame des Bassins, vrai, faux, l'histoire de Madame des Bassins aujourd'hui reste un mythe quand même très important. Elle est la seule femme qui a réussi à gérer seule et d'une main de maître une plantation remplie d'esclaves, chose qui était très peu fait à l'époque. Par respect, par amour, par dévotion pour son mari, elle a refusé de se marier et elle a surtout refusé de partager sa fortune. Il faut savoir qu'à l'époque, la misogynie existait déjà et que de nombreux propriétaires ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'avancer. Fun fact, non seulement ça a été des échecs cuisants, mais en plus, sa fortune n'a jamais cessé de se décupler au fil du temps. Madame des Bassins est également liée au conservateur botanique et national de Mascarin que vous connaissez au colimaçon de Saint-Leu, puisque sa fille était mariée au propriétaire de ce domaine. Aujourd'hui, Madame des Bassins reste quand même un mythe de la culture réunionnaise, un mythe extrêmement important et une partie de notre histoire. Même si le personnage est controversé et même si le personnage peut faire peur, il reste quand même une certaine admiration que ce personnage suscite en tant que femme qui a été capable de bâtir son patrimoine tout seul. Controversé, car c'est quand même une femme qui a bâti tout un patrimoine et qui a bâti toute une histoire sur la vie d'esclaves qui étaient totalement innocents, qui ont été exploités et maltraités jusqu'à la fin. Madame des Bassins était-elle une bonne personne? Madame des Bassins était-elle une mauvaise personne? Je vous laisse seul juge. Et on finit cette petite vidéo avec une histoire, donc celle-là je pense que vous l'attendiez, un personnage particulièrement connu sur l'île par rapport aux pratiques occultes, à la sorcellerie et à tout ce qui s'ensuit. Sitaran. J'ai un peu envie de vous dire le meilleur pour la fin. Pour moi, c'est pas le meilleur des histoires que je vous ai racontées aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien que en commentaire vous me mettiez quelle est l'histoire que vous avez le plus appréciée. Sitaran, figure de sorcellerie, ancien esclave, suiveur de sorciers, assassin. Qui était-il réellement? Je vous propose de le découvrir maintenant. Parlons d'une personne qui a traumatisé la Réunion, Sitaran. De son vrai nom, Simikudza Simigorba, il est né en 1858 au Mozambique et il a été guillotiné le 20 juin 1911. Sitaran était un cambrioleur et meurtrier de l'île de la Réunion. La légende lui a associé des actes de sorcellerie qui étaient en réalité l'œuvre de son complice Pierre-Élie Calandrin, dit Saint-Ange Gardien. Fun fact, si Pierre-Élie Calandrin était surnommé Saint-Ange Gardien, c'est tout simplement parce que Pierre-Élie Calandrin était un tisanier très très connu de la Réunion et qu'il avait pour habitude de sauver les gens. Pourquoi est-ce qu'il a totalement vrillé et qu'il est passé du côté obscur de la force en assassinant les gens? Je ne pourrais pas vous répondre. On se concentre sur Sitaran, qui était également surnommé le vampire de la Réunion. Simikudza Simigorba est né dans les possessions portugaises du Mozambique en 1858. Cependant, la presse française de l'époque le tient pour né aux îles Comores.
2 versions, donc je vous laisse choisir celle qui vous convient le mieux. Il arrive à La Réunion à l'âge de 31 ans, en 1889, avec un contrat de travailleur engagé sur les terres de M. Morange à Saint-Benoît. 2 ans plus tard, il abandonne son emploi et opte pour un nom d'emprunt, Sitaran, sans doute pour échapper à l'obligation de souscrire à un autre contrat de travailleur engagé et de retourner au Mozambique. Plusieurs choses à savoir sur Sitaran. C'était un engagé qui faisait peur. Pourquoi ? Il était très très grand et il avait une force qui était assez incroyable. On dit aussi que Sitaran avait une balafre qui lui traversait le visage et qui renforçait ce côté qui faisait peur. Les gens avaient peur de lui. De nombreuses rumeurs racontent aussi que suite à un litige avec un contremaître de Saint-Benoît, il l'aurait purement et tout simplement assassiné d'un seul coup, d'où le fait qu'il se soit enfui pour prendre le nom d'emprunt Sitaran. Beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations sur pourquoi est-ce qu'il est parti et énormément de versions, comme toutes les histoires qu'on vous a racontées jusqu'à maintenant. Sitaran serait un surnom dont l'avaient affublé ses compagnons de labeur à son arrivée. Sitaran serait un dérivé de Tsiitarano en malgache qui veut dire celui qui n'aime pas l'eau, soit parce qu'il ne se lavait jamais ou bien parce qu'il n'aimait pas le climat humide de l'est de l'île. En 1906, il fait la connaissance de ses 2 futurs complices, Pierre-Élie Calandrin, dit Saint-Ange, le chef, le fabricant de tisanes, qui avait une réputation de sorcier, et Emmanuel Fontaine, un menuisier. À leur côté se trouvent une dizaine de complices de moindre importance. Ils commettent de nombreux cambriolages de façon mystérieuse. Les habitants sont assoupis et n'entendent rien. Les chiens n'aboient pas. Ils sont accusés d'avoir commis 3 meurtres, celui de Hervé Deltel et ceux des époux Robert. Lors de l'enquête, les témoignages affirment que les 3 hommes ont bu le sang de leurs victimes et en ont recueilli pour servir aux pratiques occultes de Saint-Ange. Pendant l'enquête et le procès, les accusés, les meneurs, les complices s'accusent mutuellement, avouent et se rétractent de nombreuses fois. Mais les 3 meneurs sont condamnés à mort. Les 3 meneurs qui sont donc Pierre-Élie Calandrin, Saint-Ange, Sitaran et Emmanuel Fontaine. Mais, surprise, contre toute attente, Calandrin, Saint-Ange, sera gracié par la présidence de la République. Et sa peine sera transformée en travaux forcés à perpétuité. Pourquoi ? Je suis incapable de vous le dire. Je vous rappelle que Saint-Ange est quand même celui qui était le meneur direct, celui qui faisait les pratiques occultes et celui qui choisissait qui devait être tué. Juste avant d'être exécuté, Sitaran va faire quelque chose qui est encore aujourd'hui soumis à de nombreuses controverses, tout simplement parce qu'il va demander à être baptisé. Si vous suivez le fil, si vous êtes croyant, à partir du moment où on est baptisé, on devient un saint et nos péchés sont pardonnés. Je vous laisse seul juge. Depuis la mort de Sitaran, sa réputation n'a cessé de croître. Il a fait l'objet des plus grandes histoires d'horreur qui sont racontées au peuple réunionnais. Il a été enterré à Saint-Pierre en 1911 et sa tombe attire de nombreuses personnes qui, en échange d'offrandes, vont lui demander de répandre le bien, le mal ou de commettre des actes inimaginables. Mais, fun fact, il paraîtrait que sa dépouille ne serait pas à l'emplacement où se situe sa tombe, selon certains auteurs. Curieusement, le nom de Sitaran demeure vraiment vivace dans l'histoire locale. Sa tombe est toujours fleurie, garnie avec des bougies, des cierges, et aujourd'hui, elle fait l'objet d'un véritable culte. Selon les traditions sorcières de l'île, de nombreux envoûteurs, guérisseurs, jeteurs de sorts, comme on les appelle, enrôlent l'esprit de Sitaran pour leur opération de magie noire. On prétend aussi que ceux qui envisagent un crime, un hold-up, un détournement d'héritage, un assassinat de personnes, vont prier la nuit sur la tombe de Sitaran pour que son esprit favorise leur entreprise. On raconte également une histoire assez connue de cet homme qui, une nuit, planta un couteau de boucher sur la tombe de Sitaran et s'en est servi ensuite pour assassiner sa maîtresse qui assistait sur la place de l'hôtel de ville à un concert de variété. C'est le même culte qui conduisit Noël Clarel, un manœuvre qui travaillait dans des foules archéologiques à la Pointe du Diable à Saint-Pierre, a entraîné un enfant de 11 ans dans une ravine pour l'y étrangler.
poursuivant les fouilles une nuit pour son propre compte et en espérant découvrir un trésor supposé qui était censé y être enfui. Noël Clarel pensait qu'une telle découverte était subordonnée au sacrifice d'un enfant pour Sitaran. Ce qu'on retient de Sitaran, ça va être un lien énorme avec le mysticisme. Ce qui va rendre Sitaran vraiment célèbre, c'est son association avec les pratiques occultes. Tout ce qui est magie noire rituelle. Étant donné qu'on raconte que la bande de Sitaran pratiquait la magie noire pour se protéger et s'assurer de leur succès, ce qui est vraiment marquant dans leur histoire, c'est le fait qu'ils auraient bu le sang de leurs victimes lors de rituels pour devenir invincibles ou invisibles. C'est une croyance persistante. Ces récits ont contribué à faire de Sitaran une figure mystique et maléfique, perçue comme une sorte de sorcier criminel. Dans l'imaginaire populaire, le nom même de Sitaran à La Réunion est lié à la sorcellerie et au mal. Mais il convient de noter quand même la fin tragique de Sitaran après plusieurs années de crime, où il aura finalement été guillotiné à Saint-Pierre. Notez d'ailleurs que Sitaran est l'un des derniers criminels à avoir été exécuté publiquement sur l'île. Sitaran aujourd'hui reste un symbole assez ambivalent à La Réunion. Pour beaucoup, il est le mal incarné. Il est le visage du crime et de la violence. Mais il reste également une figure mystique. Pour d'autres, il va représenter un lien avec les forces occultes et les croyances populaires réunionnaises. Son histoire continue de captiver l'imaginaire collectif de La Réunion, entre fascination, crainte et réflexion sur les origines du mythe. Une figure sombre mais indélébile de l'histoire réunionnaise. Et les papangs, vous savez quoi? Comme vous êtes là jusqu'à la fin de vidéo là, exclusivité, je lâche une dernière histoire, la 5e, sur un personnage emblématique de notre île. Vous le connaissez, en 1841, il a découvert le procédé pour féconder une fleur de vanille. Je vous le donne en mille, il s'agit de Edmond Albius. Bon, pour la petite histoire, tu peux retrouver son nom sur toutes les bonnes trains vanille que Nana donne supermarché, etc. Parce que son nom l'a carrément devenu une marque, hein. Ça c'est quand même assez ridicule. Mais bon, nous ne sommes pas là pour discuter de ça. Nous sommes là pour parler de lui, pour parler de l'histoire de la vanille. Comment est-ce que ça a été découvert à La Réunion? Une petite anecdote, une petite histoire réunionnaise encore sympa sur un personnage hyper important. Parce que bien évidemment, qu'on pouvait pas conclure cette vidéo avec toutes les personnes que je vous ai présentées sans vous parler d'Edmond Albius. C'était vraiment impossible. Donc c'est bon, maintenant on s'assoit, on se pose. C'est la dernière histoire du jour du petit papang. Je vous parle d'Edmond Albius. Vous le connaissez, vous avez déjà vu son nom sur plusieurs marques qui sont dans les grandes surfaces de La Réunion. On parle d'Edmond Albius, un ancien esclave réunionnais. Selon certaines sources, Edmond Albius était muet. Je ne pourrais pas vous le dire parce que j'ai fait pas mal de recherches et il y a plusieurs histoires différentes qui persistent là-dessus. Mais apparemment, Edmond Albius serait un homme muet. Mais on le connaît surtout parce qu'il a découvert la technique de la pollinisation de la vanille. La pollinisation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement de transporter le pollen depuis les organes de reproduction mâles vers les organes de reproduction femelles de la plante. C'est comme ça que la plante se reproduit. La vanille, c'est un cas qui est vraiment hyper particulier parce qu'elle est typiquement l'exemple des plantes qui doit être pollinisée manuellement dans les cultures. En gros, nous te connais pas trop que ça Edmond Albius t'es en train de faire avec le bon fleur vanille ce jour-là, hein. Mais bon, tout ce qu'on sait, c'est que la vanille, elle a quand même le mérite d'être cette plante qui a besoin d'une assistance manuelle pour pouvoir être fécondée et pour pouvoir donner la fleur de vanille. On va plonger un peu plus vers Edmond Albius pour apprendre qui il était. Donc c'est un Réunionnais. Il est né à Sainte-Suzanne, de parents esclaves. Ce qu'on sait, c'est que ses parents sont originaires du Mozambique. Il est né donc à Sainte-Suzanne en 1829 et il est mort dans la même commune le 9 août 1880. Comme je vous l'ai dit, il est célèbre pour avoir découvert le procédé pratique de la pollinisation de la vanille alors qu'il n'avait que 12 ans. Il avait 12 ans, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, et surtout, il était encore un esclave.
Donc 12 ans, un esclave, et là en fait, l'enfant, il découvre juste un procédé qui va révolutionner le monde, mais qui va révolutionner le monde botanique tel qu'on le connaît, mais surtout et plus tard, le monde de la gastronomie. Comme vous le savez tous, la vanille de Bourbon aujourd'hui, elle s'exporte à travers le monde entier, elle est extrêmement appréciée et de très 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 grands chefs cuisiniers utilisent la vanille de Bourbon dans leur dessert. C'est vraiment un ingrédient qui est un incontournable des desserts réunionnais, mais aussi des très grands desserts français de grands restaurants français et des grands desserts de restaurants internationaux. Mais on va se recentrer sur notre petit Edmond Albius. Edmond Albius, c'est un esclave et un orphelin de naissance. Il est né en août 1829 et il est recueilli par Féréole Bellier-Beaumont qui devient son propriétaire. Un fait intéressant, l'homme va traiter Edmond Albius comme s'il était son propre enfant et il va l'initier à l'horticulture et à la botanique. C'est là, en fait, Edmond, il va vraiment tout apprendre grâce à son propriétaire. C'était quand même assez important pour le noter parce que je vous rappelle qu'on était quand même dans les années 1829 quand il est né, donc l'esclavage n'ayant pas été aboli tout de suite, il convient de préciser que le propriétaire a été extrêmement généreux avec Edmond Albius. Pas tous n'auraient traité l'esclave comme si qu'il était son propre enfant. Donc il faut se dire qu'à ce moment-là, il commençait déjà à y avoir une légère évolution de la mentalité. En tout cas par monsieur Féréole Bellier-Beaumont, qui vraiment a traité Edmond en l'initiant à la botanique et en l'initiant à l'horticulture. S'il n'est pas à l'origine de la première fécondation artificielle de la vanille, elle a été effectuée indépendamment par Charles Morel en 1836 et par un tout autre procédé. Edmond, lui, en 1841, alors que je vous rappelle qu'il n'a que 12 ans, découvre le procédé pratique de pollinisation, c'est-à-dire le procédé manuel. Et cette technique va révolutionner la culture de cette épice. Et surtout, ça va permettre à la Réunion de devenir pour un temps le premier producteur mondial et le berceau de la diffusion de ce nouveau savoir-faire. Vous savez pourquoi ? Parce que 7 ans à peine après la découverte d'Edmond Albius, l'île de la Réunion va commencer à exporter ses premières vanilles par petites dizaines de kilos. Après l'adoption du procédé Loupi de Floris, les expéditions, elles vont s'envoler. Ça va passer de 267 kilos dans les années 1853 à plus de 3 tonnes en 1858. Rendez-vous compte, on passe d'à peu près 200 kilos à 3 tonnes, ce qui est vraiment énorme. C'est pour ça que pendant un temps, on vous disait que la Réunion était vraiment le premier producteur mondial et le berceau de la diffusion du savoir-faire de la vanille. À la fin du 19e siècle, la vanille va rapporter plus que le sucre de canne. Je vous rappelle qu'à cette époque, la plupart des esclaves étaient engagés pour venir dans des plantations de canne et travailler la culture de la canne. Imaginez-vous que la vanille rapporte plus que la canne, ce qui fait tout simplement qu'en 1892, il va y avoir plus de 4200 hectares qui vont être plantés en vanille sur toute l'île de la Réunion. En 1898, et là c'est le chiffre qu'il faut retenir parce que c'est énorme, les expéditions de vanille vont atteindre plus de 200 tonnes. Alors qu'en 1853, rappelez-vous, on en était à 3 tonnes. Et la vanille de l'île de la Réunion va rafler prix sur prix. Les grands prix des expositions universelles notamment de 1867 et de 1900. Parce qu'elle est celle d'un enfant qui est noir, d'un esclave qui n'est pas affranchi, la paternité et la découverte
du procédé de pollinisation va être très rapidement contesté par des personnes qui sont envieuses. À l'origine du développement de l'actuel jardin de l'État de Saint-Denis, le botaniste Jean-Michel Claude Richard prétend ainsi avoir enseigné la technique de fécondation à l'esclave 3 ou 4 ans plus tôt. Alors le petit Edmond, à ce moment-là, il est vigoureusement défendu par Ferriol Bélier de Beaumont, dont je vous rappelle qui est son propriétaire, par le naturaliste Eugène Folcy-Focard et une personne qui s'appelle Mézières de Le Pervenche. Mais malgré ce soutien, il va y avoir une controverse qui va persister même après la mort des différents protagonistes. Au début du XXe siècle, il y a même un article de presse qui va jusqu'à affirmer à tort qu'Edmond Albius était blanc. Il devient un homme libre avec l'abolition de l'esclavage en 1848. Mais malheureusement, et c'est vraiment la plus grande injustice de cette histoire, c'est que Edmond Albius, de par sa couleur, de par son rang, de par son statut social, ne va tirer aucun bénéfice d'une invention. Et ce qui est le plus injuste, c'est que son invention, son procédé et tout ce qu'il a découvert, ça va faire la fortune de tous les planteurs blancs de la Réunion, en dépit du fait que ce soit lui qui ait découvert la vanille. Edmond, il va mourir dans la misère la plus totale et dans l'indifférence la plus totale en 1880, alors qu'il avait tout juste 51 ans. Un fait très intéressant, Edmond Albius est né le 9 août 1829 à Sainte-Suzanne. Il va mourir le 9 août 1880 à Sainte-Suzanne, d'où le fait que je vous ai dit qu'il avait tout juste 51 ans. On est vraiment sur une histoire qui est injuste, on est sur une histoire qui est tragique, une histoire qui vraiment est révoltante aujourd'hui quand on se rend compte de ça. Vous savez, il y a un écrivain, Michael Ferrier, qui a consacré le dernier chapitre de son livre, Sympathie pour le fantôme, à Edmond Albius, en disant ces quelques lignes. Voici donc l'histoire d'un esclave, un esclave noir sur la terre de France. Il va modifier l'histoire de son pays et celle du monde entier d'un seul mouvement de ses mains. Pour ceux que ça intéresse, le livre s'appelle Sympathie pour le fantôme et il est paru aux éditions Gallimard en 2010. En 2018, l'écrivain-dessinateur Michael Joron va réaliser le premier court-métrage d'animation qui est totalement centré sur l'histoire d'Edmond Albius. Mais bien évidemment, longtemps après, pour la postérité, de plus en plus d'hommages vont être faits. Edmond Albius reste un Réunionnais et fait quand même la fierté de la Réunion malgré la profonde injustice qu'il a subie. Donc il faut savoir que, à travers notre île, il y a plusieurs sculptures qui vont lui rendre hommage pour la postérité. Il y en a une notamment à Brapanon et 2 autres à Sainte-Suzanne. Fait intéressant, depuis le 4 octobre 2024, un buste en bronze d'Edmond Albius trône dans le jardin de l'État à Saint-Denis. L'inauguration s'est effectuée en même temps que ceux de 2 bustes de Pierre Poivre et Joseph Hubert. Ces bustes vont ainsi rendre hommage à 3 grands botanistes qui ont profondément marqué la culture de l'île de la Réunion. Dans la culture populaire, une marque de produits alimentaires porte le nom d'Edmond Albius depuis 2002. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce personnage pour votre culture personnelle, il y a un film d'animation. Un film d'animation qui s'appelle Edmond Albius, le scientifique noir, un court-métrage réalisé en 2018. Arte et RFO, en 1898, ont produit un documentaire avec Jim Damour qui s'appelle Edmond Albius, l'esclave prodige. Il faut savoir également que de nombreux romans lui sont consacrés, parlent de lui et le citent ouvertement. Notamment le roman Les Vanillés de 1938 qui a été écrit par Georges Limbourg. Le roman Sympathie pour le fantôme dont je vous ai parlé qui a été sorti en 2010 par Michael Ferrier. Le roman Couleur vanille qui a été sorti en 2011
par Béatrice Nicodème. Le roman Et le petit esclave donna naissance à une déesse, la vie romancée d'Edmond Albius, sortie en 2015 par Alban Dopé. Et enfin, le plus récent, et sûrement un des plus importants, il a été écrit par Gaël Bellem, sorti aux éditions Gallimard en 2023, et il s'appelle Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albius. Gaël Bellem a d'ailleurs donné une interview incroyable en disant qu'elle était passionnée par cette histoire. Elle avait notamment expliqué que ce qui l'avait vraiment marqué dans l'histoire d'Edmond Albius, c'était qu'il était noir, qu'il était muet, qu'il était un enfant, et que des adultes ont volontairement profité de l'innocence d'un enfant pour lui voler purement et simplement ce qu'il avait fait. Il faut savoir que cette histoire a complètement métamorphosé l'histoire de notre île. Pendant très longtemps, La Réunion sera même le premier producteur mondial de vanille. Elle sera sur toutes les tables du monde occidental et elle va devenir un ingrédient recherché avec des mets, des desserts, comme je vous en parlais, dont vont raffoler les personnes les plus puissantes. Des fortunes énormes se sont amassées et se sont créées grâce à la vanille. Et ce qui est profondément injuste, comme on a déjà dit, c'est que Edmond Albius ne va jamais tirer parti et ne va jamais tirer profit de sa découverte. Pourquoi ? Parce qu'il est réduit à son statut d'esclave, à son statut d'enfant. Il va être même dépossédé de cette découverte par des personnes beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus mauvaises. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, il va y avoir des doutes qui vont persister sur ce qu'il a fait. Quand il est devenu libre en 1848, suite à l'abolition de l'esclavage, il va prendre le nom Albius en référence au mot latin alba, qui signifie blanc et qui rappelle la couleur de la fleur de vanille. Edmond Albius était pauvre, sans véritable éducation, comme l'immense majorité des nouveaux libres. Il va occuper plusieurs emplois subalternes. Il va même aller en prison, selon certains écrits, pendant quelque temps. Et vraiment, le plus tragique, c'est qu'il va mourir sans fortune et sans gloire. On retrouve notamment des écrits de son ancien maître, Ferriol Bélier-Beaumont, qui confirme que pourtant le doute n'est pas permis. C'est bien Edmond Albius qui a inventé, à force de curiosité, à force d'observation de la nature, c'est lui qui a inventé la technique de pollinisation manuelle de la vanille. Et il faut savoir que, grâce à lui, c'est un savoir-faire qui est encore aujourd'hui utilisé dans le monde entier. Je vous rappelle que la vanille ne peut se féconder que de méthode manuelle. C'est aussi grâce à Edmond Albius si les armoiries de la Réunion sont ornées d'une liane de vanille. C'est qu'en 1980 que sa ville natale, à Sainte-Suzanne, lui a dédié une plaque. Depuis le 10 mai 2004, il est honoré avec une statue pour remercier l'enfant du pays qui a fait de la Réunion l'île de la vanille. Dans la ville du port, les élèves de l'âge d'Edmond Albius, au moment de sa découverte, fréquentent désormais un collège qui porte son nom. Rendez-vous compte que si Edmond Albius n'avait pas découvert la méthode de pollinisation manuelle de la vanille, ce serait une méthode qui serait encore totalement inconnue, peut-être aujourd'hui. On ne sait pas. Si ça se trouve, s'il n'avait pas été là à ce moment-là, s'il n'avait pas observé la nature, s'il n'avait pas observé vraiment les plantes, s'il n'était pas aussi passionné par l'horticulture, c'est incroyable, mais si ça se trouve, nous n'aurions pas eu de vanille aujourd'hui. Donc forcément, faire cette vidéo et parler de son histoire, c'est vraiment une émotion qui est profonde, parce que c'est une injustice qui est vraiment totale et qui est vraiment cruelle. Et je vous invite à vous réhabiliter la mémoire de celui à qui nous devons aujourd'hui la vanille, le goût délicat, boisé des desserts et l'odeur sucrée qu'on a dans nos parfums. Edmond Albius était un prodige. C'est sa passion pour les orchidées et pour la vanille, qui lui vient de son maître et père adoptif, qui a permis de faire cette découverte. Et rendez-vous compte qu'il l'a faite à l'âge de seulement 12 ans, là où de nombreuses personnes avaient échoué. C'est vraiment triste, vraiment. Mais Edmond Albius a vraiment passé la majorité de sa vie dans la pauvreté. Et le plus cruel, c'est qu'au final, on aura rendu hommage à Edmond Albius très longtemps après sa mort.
il est vraiment important de veiller des consciences à propos d'éléments Eldius. C'est vraiment extrêmement important. Et voilà mon bande, on arrive sur la fin de cette vidéo où on a plongé ensemble dans les mystères des histoires fascinantes de la Réunion entre Labuse, entre Citarane, entre Madame des Bassins et entre Grande Mortelle. Comme je vous l'ai dit, ce sont des histoires aujourd'hui qui continuent à fasciner de nombreuses personnes sur l'île de la Réunion et j'ai pris énormément de plaisir à aller chercher ces légendes, à vous les compiler pour vous les faire découvrir. Donc maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ces histoires vous donnent envie d'en savoir plus sur les personnages, d'aller visiter des lieux emblématiques de notre île? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la page de Petit Papang pour qu'on continue à explorer ensemble les légendes et les mystères de l'histoire de notre île, parce que n'oubliez pas, chaque légende a sa part de mystère, mais aussi sa part de vérité. Je vous laisse me dire en commentaire quelle est la légende que vous avez le plus appréciée. Je vous laisse me dire également, est-ce que vous avez entendu d'autres histoires qui sont relatives à ces personnages? Merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt sur le Petit Papang.